Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast I Am, dans lequel les invités vont partager avec vous leur passion, leur métier, les hauts, les bas qui font d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Donc c'est une grande première, donc première invitée du podcast I Am. Donc je vais laisser l'invité se présenter. Donc bonjour, je m'appelle Lydia, j'ai 49 ans et désolée, c'est une grande première pour moi. Donc on va essayer de bien faire ça. Je suis honorée d'avoir été invitée pour ce premier numéro de I Am. Donc je suis éducatrice et mariée, maman de 2 enfants. Très bien. Donc, je précise que l'invitée est ma femme, parce que j'ai souhaité qu'elle soit la première invitée du podcast, parce qu'elle a une vie, elle a une sacrée vie. Donc, c'est parti. Où es-tu née ? Alors, moi, je suis née en Guinée-Bissau. Bien. Je suis née en Guinée-Bissau il y a 49 ans. D'accord. Et tu es née où en Guinée-Bissau ? Je suis née à Bissau même, dans la capitale. D'accord. La famille, au niveau famille, tu as une grande famille ? Oui, j'ai une très grande famille qui, de base, était composée de 16 frères et sœurs. D'accord. Et toi, tu te situes où à peu près dans la famille ? À peu près, hein ? Alors, moi, je me situe plus dans les plus jeunes. D'accord, très bien. Plus dans les plus jeunes. 16 frères et sœurs de 2 mamans différentes. D'accord. Donc, de ma maman, je me situe en 3e position sur 7-8. D'accord. En partant de la fin. Très bien. Et tu dis que tu as... Enfin, c'est la famille, dans la famille, il y a 2 mamans différentes. Et est-ce que chaque maman a un enfant qui a à peu près le même âge ? Oui, chaque enfant, en fait, a un binôme. C'est pas le cas pour moi, je suis l'exception. Moi, je n'ai pas de binôme. J'ai effectivement, de l'autre maman, j'ai une sœur qui a 1 an de moins que moi. D'accord. Voilà. Sinon, non, contrairement à mes frères et sœurs qui ont tous un binôme né la même année, moi, j'en ai pas. Très bien. Et... des souvenirs que tu as, c'était quoi l'ambiance dans la maison familiale ? Alors, les souvenirs que j'ai, les souvenirs sont lointains, parce que pour la petite histoire, j'ai quitté la Guinée, j'avais 7 ans, j'avais 7-8 ans, donc oui. J'ai quelques souvenirs, mais très peu. D'accord. Hormis les moments en famille, j'ai pas trop de souvenirs en ce qui concerne le côté amical, mais c'est plus des souvenirs avec ma famille. Oui. Quand on est jeune, qu'on joue dans la cour de la maison, sous le manguier, le gros manguier, le temps partagé avec ma maman, mon papa. Mes frères et sœurs étaient plus grands. Oui. Donc, comme je disais, je suis la 3e en partant de la fin. J'avais qu'une petite sœur avant de quitter la Guinée. D'accord. Qui était petite, donc j'ai pas trop de souvenirs avec elle. Et la dernière, je ne l'ai pas connue, puisque je suis partie, elle n'était pas encore née. D'accord. Donc voilà. Il me semble que dans cette grande maison, il y avait des arbres fruitiers, il y avait... Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que avant, moi quand j'étais petite, on avait pas mal de richesses. Il y avait pas mal d'arbres fruitiers, comme tu dis. Tout ce qui était goyave, manguier, il y avait même un petit champ de canne à sucre. Il y avait pas mal de choses en fait. Mais moi je garde beaucoup en mémoire ce gros manguier qu'il y avait dans la cour et que j'ai retrouvé des années plus tard et qui est encore en place quand j'y étais encore il y a 2 ans. D'accord. Donc tu dis que tu as quitté la Guinée à l'âge de 7-8 ans ? Oui, j'ai été élevée par mon oncle et ma tante. D'accord. Voilà. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu l'as vécu ? Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Ça a été un peu compliqué de quitter ses parents à cet âge-là, comme tout enfant. Donc je me suis retrouvée en France. Et toi, par exemple, avant de partir, on t'a dit quelque chose, tu as suivi le mouvement, tu as été un peu préparé Alors,
Préparée, avec du recul, oui, j'ai été préparée, mais je voyais pas ça comme ça. D'accord. À savoir que mon oncle était déjà en France. Il est arrivé, je pense, fin des années 70. Du coup, il faisait les allers-retours comme tous nos parents. Et j'ai le souvenir que quand mon oncle rentrait tous les ans, il me disait toujours c'est toi que j'emmènerai en Europe, c'est toi que j'emmènerai en France. Parce que ça se faisait beaucoup dans l'ancien temps, de venir en Europe avec un neveu, une nièce, voilà, ça se faisait beaucoup. Et mon oncle me disait toujours, je t'emmènerai en Europe, c'est toi que j'emmènerai en Europe. Donc moi j'étais contente, j'étais honorée, mais je voyais ça plus comme des vacances. Je voyais pas ça comme une rupture totale. Ouais. Donc voilà, donc je pense que c'était une manière de me préparer. Mais quand on a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, on ne voit pas ça comme ça. D'accord. On s'attend à partir en vacances et à revenir auprès de ses parents. D'accord. Donc, lorsque tu es arrivé en France, est-ce que tu te rappelles de ton arrivée ? Oui, je me rappelle très bien de mon arrivée. Je suis arrivée en France un 18 janvier 1984. Et à ma sortie de l'avion, c'était tout blanc. Il neigeait. D'accord. Mais je ne savais pas ce que c'était la neige. D'accord. Je ne sais même pas si... je connaissais même pas le mot neige dans mon dialecte, en fait. Donc, je suis arrivée, j'ai juste vu que c'était tout blanc et qu'il faisait très froid. Oh. Donc ça a été un choc, on peut dire un choc thermique, dans tous les sens du terme. Donc voilà, donc ça c'est le gros souvenir que j'ai en atterrissant. D'accord. En sortant de l'avion. Très bien. Donc tu es arrivé, tu avais 7-8 ans. Oui. D'accord. Et lorsque tu étais en Guinée, oui. À 7-8 ans, tu étais à l'école ? Oui, j'étais à l'école. D'accord. Et donc forcément, là, tu arrives en France, donc tu es scolarisé en France. Oui. Et au niveau de la langue et tout, comment ça s'est passé ? Au début, c'était compliqué. C'était compliqué au niveau de la langue parce qu'il a fallu se réadapter, en fait. Je suis arrivée sur Évreux. Mon oncle vivait à Évreux, donc on est arrivé sur Évreux. Du coup, comme je disais, j'avais 7-8 ans. Je pense que j'avais même 8 ans en faisant le calcul. Donc, j'ai dû recommencer à zéro. D'accord. J'ai dû reprendre en CP parce que pour m'adapter à la langue. Entre deux, quand j'ai quitté la Guinée, on a fait une halte au Sénégal. On a passé quasiment 1 an au Sénégal. Donc, au Sénégal, on a repris une scolarité. Donc, mais ça a été très rapide, en fait. Ça a été très rapide. Au Sénégal, j'avais commencé à parler Wolof. J'avais commencé à apprendre le mandjak parce que, pour information, en fait, en Guinée, on parlait que créole. Donc, j'avais déjà 2 langues que j'avais recommencé à apprendre. Et je suis arrivée en France, il fallait encore apprendre le français. D'accord. Donc, c'était compliqué au départ. Mais l'avantage, c'est que quand on est petit, on assimile quand même un peu plus vite que quand on est adulte. Mais j'ai dû quand même faire l'année en cours en CP. L'année d'après, on m'a mis en CE1, mais j'ai dû faire 2 années de CE1 pour être sûre que j'avais... tu t'étais bien acclimatée au système français. Exactement. D'accord. Et lorsque tu es arrivé à Évreux, en fait, tu étais au niveau de la famille, il y avait déjà une famille qui était en place. Ton oncle, il avait déjà une famille. Oui, il y avait déjà l'autre frère de mon père. D'accord. Voilà, il y avait déjà l'autre frère de mon père qui était déjà en place avec sa femme, ses enfants, et puis une de mes sœurs aussi, qui, D'accord. elle, était venue avec mon autre oncle. Donc, eux aussi ont été un soutien, pour le coup. Donc, ils étaient là pour nous aider dans ce nouveau départ, en fait. D'accord, très bien. Et comment s'est passée ton évolution, ton acclimatation à la France ? Par exemple, à l'école ou rien que vous habitiez Évreux, donc dans Évreux, pour te faire tes amis, tout ça, comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? De toute façon, en général, les enfants, ça va vite, c'est soit ça passe ou soit ça passe pas. Mais on arrive vite à se faire des amis. Et puis, comme je disais, comme il y avait déjà mes cousins sur place qui, eux, on allait à la même école. On était dans la même école. Donc, forcément,
comment on dit, l'intronisation est beaucoup plus facile. D'accord. Donc, il n'y a pas eu de rejet, tout le monde a été bienveillant. Et puis, il y avait une grosse communauté Mandjak à Évreux. D'accord. Donc, ça aussi, ça facilite les choses. Si j'étais arrivée dans le village dans lequel je suis actuellement, ça n'aurait pas été pareil. Voilà, très Mais, bien. non, ça a été. Donc, du fait qu'il y avait déjà du monde, il y avait Oui. déjà des Mandjak, ça a bien Ça- facilité oui. les choses. Et puis, Tout à fait. en classe, ça a été aussi pour... Il y a eu des périodes où c'était compliqué, mais ça a été de mes souvenirs, les instituteurs, institutrices étaient plutôt bienveillants. D'accord. Ils étaient bienveillants. De toute façon, ils avaient compris que ils ont vu, et ils savaient que je venais de l'étranger et que il me faudrait un temps pour l'apprentissage. Pour t'adapter, d'accord. Très bien, très bien. La vie à Évreux, par rapport à la vie en Guinée, c'est quoi les différences que tu as notées? C'est pas la même chose parce que en Guinée, malgré mon jeune âge, j'étais assez libre quand même. D'accord. De mes souvenirs, je faisais beaucoup de va-et-vient chez la famille, dans tout le quartier, alors que quand je suis arrivée à Évreux, c'était pas pareil. D'accord. Je pouvais pas sortir quand je voulais, je pouvais pas aller où je voulais. Je sortais, j'avais le droit de sortir, mais juste pour aller chez mon oncle, D'accord. avec mes cousins, dans les premières années. Tu pouvais pas sortir librement comme quand tu étais en Guinée où Non. tu pouvais courir partout, faire un C'est peu ça. ce que tu voulais. Exactement. D'accord, d'accord. Donc tu as dit que en Guinée, tu parlais le créole. Oui, Tu as commencé à apprendre le mandjak au Sénégal. oui, un peu, oui. Et donc ensuite, tu arrives en France, donc tu apprends le français et tu continues avec le mandjak, puisque dans la maison... On parle mandjak. D'accord, On parle mandjak parce que moi, je suis issue d'une maman qui est d'une autre ethnie, donc qui ne parlait pas mandjak. d'accord. C'était Donc, quoi son ethnie? forcément, ma mère, elle était issue d'une ethnie, les Balantes. D'accord, Donc, forcément, du coup, avec mon père, il parlait créole. Et puis, de toute façon, dans la capitale, en général, tout le monde parle créole. C'est plus, il faut aller au village, c'est au village qu'on parle mandjak. d'accord, Donc, vu que j'ai pas été élevée au village, donc j'ai pas appris le mandjak en Guinée. J'ai d'accord. appris le mandjak ici en France avec mon oncle et ma tante. Donc lorsque tu étais en France, tu parlais plus créole. Non, je parlais plus créole. Donc tu es passé au mandjak et au français. Le français, c'était que à l'école ou dehors. C'est ça. D'accord. Très bien. Donc là, c'est déjà un gros changement parce que passer d'une langue à une autre, bon, c'est vrai que les enfants, ils assimilent beaucoup plus rapidement, mais c'est déjà un gros changement. Oui, c'est un gros changement parce qu'en plus, le temps des 1 an de passage au Sénégal, fallait parler wolof. Ah oui, Donc, mais bon, le fait d'être enfant, comme j'ai dit, ça facilite quand même les choses. d'accord. Il me semble que l'école où tu étais scolarisé, elle n'était pas très loin de chez toi. Non, elle était pas loin de chez moi. Elle Est-ce était que tu juste peux derrière. préciser? Elle était derrière le. J'habitais dans le quartier de Nétreville. L'école, elle était franchement, elle était à 2 minutes de chez moi. D'accord. L'école primaire, Ok. c'était juste derrière. Mon père, donc mon oncle, il nous a accompagnés les premiers jours. Oui, Et après, on devait y aller tout seul. Mais ce qu'on faisait, c'est qu'on se donnait rendez-vous avec tous les autres gamins du quartier. Et puis, on D'accord. partait tous à l'école en même temps. Même si c'était juste à... Allez, en vrai, c'était à 300 mètres, 400 mètres. Oui. Voilà. Bon, bah, c'est bien ça. Donc l'école se déroule, donc tu passes de classe en classe et tu évolues bien, donc tu t'acclimates bien à la France. Oui, je m'acclimate bien à la France, mais avec le manque de mes parents. Mais je fais avec. Oui, Je fais avec parce que, de toute façon, après, j'ai compris que fallait que je fasse avec. oui. Tu as compris que tu retournerais pas Non, j'ai en compris que Guinée. je ne retournerais pas en Guinée, que c'était pas des vacances et que c'était comme ça. J'ai compris qu'il fallait que je prenne ça comme une chance aussi d'être partie, découvrir autre chose, une autre culture, pouvoir faire des études aussi, ce que attendait mon oncle de moi, de nous. Se donner une chance. D'accord. Voilà. C'est bien de l'avoir pris comme ça parce que c'est pas forcément évident et tous les enfants ne peuvent pas le prendre aussi bien que toi tu l'as pris. Tu disais que tu n'avais pas trop le droit de sortir. Non. Donc c'était quoi par exemple une journée type Une journée type, quand il n'y avait pas école, c'était à la maison. Chacun avait sa tâche. Et puis les sorties, en fait, comme je disais, c'était pour aller chez mes cousins.
Mais c'était pas contraignant. Hein. Dans un premier temps, les premières années, c'était pas contraignant, puisque de toute façon, j'avais pas d'amis. Ouais. Enfin, je l'avais à l'école, dans la cour de récré, mais j'éprouvais pas le besoin de les voir, en fait. D'accord, en fait, Dans tes un premier temps. amis, tes amis, ta bande, c'était plus la famille. Au départ, dans un premier temps, oui, parce qu'il y a aussi ce côté, il y a la barrière de la langue dans un premier temps, donc il n'y a pas ce désir d'aller voir ses amis, parce que voir ses amis pour pas comprendre ce qui se passe, c'est pas... C'est pas agréable. Donc, dans un premier temps, mes cousins me suffisaient. D'accord. Voilà, jusqu'à ce que j'arrive à un certain âge. D'accord. Et quand est rentré le sport dans ta vie ? Le sport est rentré dans ma vie, le basket est rentré dans ma vie à l'âge de 10 ans. D'accord. Parce que comme je disais, nous on s'était habitués à cette éducation qui était ne pas sortir. Donc, mais quand j'ai eu 10 ans, je suis rentrée au collège, oui, je crois que j'avais 10 ans quand je suis rentrée au collège. Non, un petit peu plus, ou c'était juste avant le collège peut-être. Et du coup, un jour j'étais chez moi. Mon père m'a dit mais tu veux pas sortir un petit peu avec tes amis ? J'ai dit non, c'était un samedi. J'ai dit non, je peux pas, mes amis ils sont pas dispo. Et il me dit ils sont pas dispo, ils sont où ? Vous avez pas école aujourd'hui ? Et je lui ai dit mes amis ils sont au basket. Il me dit ah bon ? Et il me dit comment ça ? Ça se passe comment ? J'ai dit au basket, mes amis jouent au basket et il me dit pourquoi tu y vas pas ? Je dis je peux pas y aller parce que je suis pas inscrite. Et il m'a dit renseigne-toi comment ça se passe pour t'inscrire. Et si tu veux y aller, qu'il me dit. Donc il me pose un peu des questions, savoir comment ça se passe, est-ce qu'on est bien entouré, qui était là-bas. Donc quand je lui ai dit le nom des amis qui étaient, des amis qui sont devenus mes amis et que j'ai toujours depuis 40 ans. C'était des personnes plutôt bien, des familles qui avaient de bonnes réputations. Donc du coup, il m'a dit tu vas chercher les papiers et puis tu vas t'inscrire et tu vas pouvoir aller au basket. D'accord. Donc c'est comme ça qu'a commencé mon aventure au basket, dans le sport. Très bien. Voilà, donc dans la semaine, j'ai été chercher ma fiche d'inscription et j'ai été prendre ma première licence avec mes amis. D'accord, donc dans le club de Netreville. Dans le club de Netreville, exactement. Très bien, donc il se situait juste à côté. Juste à côté encore, aller à 300-400 mètres. Bon, c'est bien, ça veut dire que tu avais l'école qui était juste à côté. Oui. Pour faire du sport aussi, c'était juste à côté. Oui, mais en fait, j'ai toujours tué à côté, que ce soit l'école primaire, le collège, c'est encore mieux. Le collège, je descendais de chez moi, je traversais la rue et je rentrais dans le collège. Donc ça va, tout était à portée de main. Oui, bon, c'est bien, parce que c'est vrai que des fois aussi, pour aller faire du sport, des fois, tu es obligé de prendre des transports, il peut y avoir ce souci-là, mais là, c'était pas le cas. Non, là, c'était pas le cas, là, tout était bien fait. Et donc, c'est un sport qui t'a plu tout de suite ? Oui. Tout de suite, oui. Au départ, j'y allais pour être avec mes amis, à la base. Ouais. Et en fin de compte, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce sport. D'accord, c'est bien. Et l'ambiance dans le club de Netreville, c'était comment ? Le club de Netreville, c'est la famille. Ouais. Parce qu'on retrouve tous les copains avec qui on va à l'école. Très bien. Les copains, copines avec qui on habite dans le quartier. Donc c'est des gens, enfin c'est des personnes qui jouent ou c'est des personnes qui viennent regarder du basket ? Il y a de tout. Il y a ceux qui jouent. Oui. Et ceux qui jouent pas viennent quand même regarder. D'accord. Donc au final, nous, notre enfance s'est passée dans le gymnase de Netreville à Jean-Bart. D'accord. Voilà. Quand un parent cherchait son enfant, il savait où le trouver. Voilà, fallait aller au gymnase, que ça soit samedi ou dimanche. C'était notre rendez-vous. On n'était pas dehors. Oui, on était au gymnase. Oui, parce qu'il me semble que vraiment, ce gymnase, c'était vraiment un point de rencontre où tout le monde se retrouvait. Et comme tu dis... C'est tout à fait ça. Qu'on joue au basket, qu'on joue pas, qu'on connaisse le basket, qu'on connaisse pas. C'était le lieu de rassemblement. Les dirigeants, je pense que c'était des personnes bienveillantes et tout ça. Oui, c'est des personnes bienveillantes et la plupart du temps, des personnes qui habitaient dans le quartier aussi, ou pas loin. Oui. Donc, c'est bien, c'est un très bon environnement tout ça. Oui. Pour grandir, tout à fait. Pour s'affirmer, pour apprendre. Parce que c'est vrai que le fait de côtoyer justement les personnes que tu vois à l'école, tu les retrouves aussi au sport, donc il y a toujours... et là, je pense que tu progresses dans la langue, dans la communication et tout. C'est ça.
Exactement. Et il me semble qu'à Netreville aussi, il y avait un endroit qui s'appelle la Jeune Cité. Oui, la Jeune Cité, donc c'était notre fameux centre de loisirs. D'accord. Quand, pendant les vacances, la journée, c'était l'autre lieu de rendez-vous. Très bien. Donc, centre aéré que j'ai fréquenté en tant que jeune, où ça a été mon premier emploi. D'accord. C'était mon premier employeur aussi. D'accord. Après avoir été une jeune accueillie à la Jeune par, Cité. Par la Jeune Cité. Et vous faisiez quoi à la Jeune Cité ? Alors, à la Jeune Cité, on faisait des activités. On faisait des activités, des sorties, plein de choses, avec des animateurs. D'accord. Les animateurs qui étaient les aînés du quartier, encore une fois. D'accord, très bien. Donc les grands du quartier, c'était les animateurs du centre La Jeune Cité. C'est ça. Très bien. Donc on faisait des sorties un peu partout, des activités. Encore une fois, ça évitait qu'on traîne dans la rue. Oui, c'est un très très bon lien social, tout ça. Tout à fait. Et par la suite, j'y suis devenue animatrice. D'accord. Et c'est parce que, en fait, Comment ça s'est passé pour que tu deviennes animatrice là-bas ? Comment ça s'est passé ? C'est que à l'époque, on pouvait travailler à partir de 16 ans. J'adorais ce côté, cette manière que nos aînés avaient de nous accompagner, de nous faire découvrir des choses, parce que, bien évidemment, nos parents n'avaient pas forcément les moyens de nous proposer certaines sorties. Quand tu dis nous faire découvrir des choses, c'est quoi par exemple ? Est-ce que tu as des exemples ? Nous ramener à Paris, nous ramener au zoo, nous ramener au cinéma. Ça, c'est pas des choses qu'on faisait culturellement avec nos parents. Culturellement parlant, c'est pas des choses qu'on fait. Enfin, les générations de maintenant, oui, nous on le fait maintenant avec nos enfants, mais nos parents à l'époque, ils faisaient pas ça avec nous. Ouais. Donc, par contre, à la Jeune Cité, on avait la chance de pouvoir faire ça. Sortir d'Évreux, aller dans des endroits que on pouvait pas aller avec nos parents. C'est vrai que maintenant, en 2024, les jeunes, ils le voient peut-être pas comme ça, mais avant, c'est vrai qu'il y avait ces centres éducatifs, comme des centres éducatifs en fait, oui, puisqu'on se retrouve là-bas, il y a un très très gros lien social, et donc pour tous ceux qui pouvaient pas partir en vacances, il y avait des animations, il y avait tout ce genre d'activités qui étaient proposées, des activités qui n'étaient pas à la portée des parents forcément. C'est ça. Donc tu deviens animatrice à la Jeune Cité. À 16 ans, oui. Voilà. Et ça t'a plu tout de suite ? Tu es restée combien de temps ? Oui, ça m'a plu tout de suite. J'ai dû rester peut-être 1 an, parce que je faisais ça en parallèle de mes études. J'étais au lycée. Et j'étais à l'internat sur Vernon. Je revenais de l'internat le mercredi, parce que le centre aéré était ouvert le mercredi, du coup, comme aujourd'hui. Le mercredi et les vacances. Donc je quittais l'internat et je venais travailler le mercredi. Et puis pendant les vacances scolaires, je travaillais aussi. J'ai fait ça il me semble, pendant 1 an et demi. J'ai fait ça. Donc là, tu étais plus scolarisée à Évreux. Tu étais scolarisée à Vernon. À Vernon, après le collège. Et toujours le sport, toujours à fond dans le basket ? Toujours à fond dans le basket. Du coup, quand j'ai été scolarisée à Vernon, je ne pouvais plus m'entraîner sur Évreux. Donc, j'ai signé une licence au club de Vernon. Tu arrives à Vernon et pareil, tu te fonds dans la masse Oui, je me fonds dans la masse. Et puis, j'avais une copine de mon quartier aussi qui s'est retrouvée, deux copines de mon quartier avec qui on s'est retrouvés dans le lycée à Vernon, à l'internat, donc il n'y a aucun problème. Donc là, c'est le moment de l'adolescence, les sorties, tout ça, tu commences à être un petit peu plus... Est-ce que tu es un petit peu plus libre de... Non, non, parce que... Mon père, il disait qu'il n'y avait pas de majorité chez les Noirs. Voilà, c'est là-dessus que je voulais revenir un peu. Donc, non. Quand je rentrais à la maison, je devais respecter les règles de la maison. Oui. Il n'y a pas 17 ans, 18 ans, il n'y a pas de règles. On ne fait pas ses propres règles, en fait. On reste dans les règles de la maison. Et, c'est compliqué de sortir.
Donc c'était bien qu'il y ait le basket. C'était bien qu'il y ait le basket, parce que du coup, le basket, ça permettait de sortir. Mais en soi, moi, j'étais pas une fêtarde. D'accord. Moi, je voulais juste aller au basket. D'accord. J'acceptais d'être punie de tout et de n'importe quoi, mais pas de basket. Donc, j'ai pas été attirée par les soirées, forcément, comme d'autres camarades. Avec mon groupe d'amis, on était très focus dans le basket, on adorait ça en fait. J'ai pas eu trop de problèmes concernant les sorties. Ça m'est arrivé un peu, mais j'en ai pas eu beaucoup. C'était pas ma priorité. Je savais pas danser, donc ça m'attirait pas les sorties. Et donc pour revenir un petit peu au basket, il me semble que tu as fait un stage dans un très bon club de basket. Oui, ça c'était en 3e, quand on fait les stages de découverte. D'accord. Moi j'ai fait mon stage à la LM Évreux, enfin pour la mairie d'Évreux, avec à l'époque un coach qui a fait 2 ans, qui a géré 2 ans l'équipe pro d'Évreux, Benoît Burguet. Très bien. Très bon entraîneur. Ouais, très bon entraîneur. Du coup, la journée, en fait, il s'occupait des écoles. Il était, alors comment on appelle ça ? Animateur sportif, peut-être éducateur sportif, ça serait le bon mot en fait. Éducateur sportif, voilà, c'est ça. Donc la journée, il s'occupait des écoles, il faisait initiation basket dans les différentes écoles d'Évreux. Et le soir, il avait la casquette d'entraîneur du centre de formation d'Évreux, à l'époque, les Espoirs. Très bien. Donc du coup, j'ai fait mon premier stage avec lui. Parce que comme j'aimais le basket, c'était un métier qui m'intéressait beaucoup. D'accord. Donc j'ai découvert pas mal de choses avec lui. Et du coup, j'ai découvert le basket pro avec lui, en fait. D'accord. Voilà. Ça m'a fait encore plus aimer le basket. Je suis devenue une accro de basket. Qu'est-ce que tu as vu qui t'a... Par rapport... parce que c'est vrai que le basket, on peut le voir, mais là, tu étais un petit peu plus derrière le rideau. Tu voyais un peu plus comment ça se passait. Je voyais ce que c'était que la vie d'un sportif pro. D'accord. Et plus précisément d'un basketteur. Les investissements, les sacrifices. Parce que nous, quand on est derrière notre télé, on se dit « Oh, le mec qui court derrière un ballon, ça va. Ouais. » Mais en fait, non. On comprend les sacrifices, on voit ce qu'ils endurent. On voit les difficultés, que ça soit physique ou mentale, en fait. D'accord. La charge de travail. Et donc là, tu avais à peu près quel âge ? C'était en 3e. Donc en 3e, je devais avoir 15 ans. D'accord. 14-15 ans, je pense. Très bien. Et pareil, au niveau du coach, tu as peut-être vu la façon dont il se prépare, dont il gère... Oui, j'ai vu comment il préparait ses entraînements, comment il préparait ses matchs. J'ai vu comment ça se passait, en fait, au quotidien. C'est pas donné à tout le monde, hein. C'est pas donné à tout le monde. Oui, c'est vrai, c'était une super belle expérience. Parce que c'est vrai que généralement, lorsqu'il y a les stages de 3e, tu trouves une entreprise où tu vas... c'est vrai. Tout le monde connaît ça ou a connu ça, aller chercher un stage. Aller faire son stage dans un club de basket, c'est une très très bonne idée. Oui, non. Et puis, il a accepté son difficulté. Et puis, moi, vu que j'étais passée par une filière technologique, 4e et 3e technologique, donc j'avais 2 stages. En 4e et en 3e. Et c'était pas des stages de 3 jours comme ça se fait maintenant. Il me semble que j'avais eu au moins en tout pour tout en 4e et en 3e, j'ai dû avoir bien peut-être 2 mois de stage. Ah ouais. Donc j'ai passé pas mal de temps en fait avec Monsieur Burguet. On va passer sur un autre sujet. Il me semble que tu es un peu connu dans la région de Rouen pour les tresses. Pour la coiffure. C'est une autre de mes vies professionnelles. En plus du basket, en plus du sport, j'ai une autre passion qui est la coiffure. Oui. J'ai commencé à tresser à l'âge de 9 ans, 9-10 ans. Je faisais déjà des tresses. J'ai toujours aimé ça. Tu tressais des copines, tu tressais une tête à coiffer, tu tressais quoi ? Non, j'ai jamais tressé de tête à coiffer, moi. D'accord. J'ai jamais tressé de tête à coiffer. Je tressais ma mère. D'accord. C'est elle qui t'a appris ? Je l'ai regardée et effectivement, ouais, elle m'a appris un peu. Mais je me suis dépatouillée toute seule. Et après, j'ai eu ma belle-mère qui m'a appris à me perfectionner parce qu'elle aussi, elle était anciennement coiffeuse. Donc du coup, un peu plus tard, à l'adolescence, en fait, elle m'a donné plus l'envie et elle m'a poussée
J'ai vraiment, vraiment à ce moment-là commencé à coiffer un peu les copines, coiffer de gauche à droite. Mais c'était pour le plaisir. Oui, oui, oui. C'était pour le plaisir. Puis par la suite, entre déjà 3, 4, 5 domaines professionnels expérimentés, je me suis dit... Et puis bon, j'étais poussée aussi par mes proches. Je me suis dit pourquoi pas me lancer dans la coiffure puisque je fais bien ça apparemment et puis j'aime ça. Bien. Donc à la mort de mon père, j'ai eu un déclic et j'ai eu envie de me lancer, encouragée par mes proches, par mon mari. Et du coup, je me suis lancée dans l'aventure. D'accord, bon, on va y revenir. Donc, tu fais tes premières tresses, tu grandis bien sur Évreux, t'es bien à Évreux. Et puis, ensuite, tu vas arriver sur Rouen. Tu arrives à Rouen, mais avant d'arriver à Rouen, tu avais un autre travail à Évreux. Oui, quand j'ai quitté l'animation, j'ai travaillé chez Quick. D'accord. Sur Évreux. Très bien. Qu'est-ce qui a fait que tu as travaillé chez Quick ? Alors, j'avais ma grande sœur qui y travaillait. D'accord. Et puis, en fait, je suis rentrée chez Quick parce que les études, c'était pas trop ça. Les études, c'était pas pour moi. J'étais pas à l'aise dans les études. J'étais en difficulté dans les études. Un jour, j'ai dit à mon père, écoute, j'y arrive pas à l'école, je veux plus aller à l'école. J'avais 17 ans. J'avais 17 ans et demi. Mon père, il m'a dit, d'accord, tu veux pas aller à l'école ? C'est pas grave. Oui, j'avais 17 ans. J'ai pas eu mon BEP. Et de toute façon, c'était pas une filière forcément qui m'intéressait. Je crois que je voulais faire ça. J'ai fait un BEP secrétariat. Je crois que c'était pour faire plaisir à mon père. Et puis, j'étais mal orientée aussi. Ça me plaisait pas. Et j'ai dit à mon père, je veux plus aller à l'école. J'y arrive pas. J'aime pas ce que je fais. Et mon père m'a dit, écoute, moi, il n'y a pas de problème. Ça m'arrange que t'ailles... Ça peut m'arranger dans le sens où je te paye un internat, je paye les transports, enfin, j'ai des frais. Donc, si tu veux pas aller à l'école, j'y vois pas d'inconvénient. Mais par contre, tu cherches du travail. Comme à l'époque, on pouvait travailler avec l'autorisation des parents en tant que mineur. Du coup, ma grande sœur m'a aidée pour rentrer chez Quick parce qu'elle, elle y travaillait. Enfin, elle y avait travaillé. Elle avait arrêté, mais elle y avait travaillé avec ses contacts. Donc, du coup, c'est comme ça que je suis arrivée chez Quick, à Évreux. Donc, je suis arrivée chez Quick et dans la foulée, j'ai rencontré mon futur mari qui, lui, vivait sur Elbeuf. Quand la relation elle est devenue sérieuse et qu'on a commencé à parler d'installation, on est tombé d'accord sur Rouen et il s'est avéré que mon patron sur Évreux avait possédé 2 autres restaurants Quick sur Rouen, à Petit-Quevilly et Saint-Sever. Donc je lui ai demandé s'il était possible de me faire muter. Et il m'a dit oui, vous avez de la chance, il y a quelqu'un qui part, donc ça n'a pas posé de problème. Et voilà comment je suis arrivée sur Rouen. D'accord, très bien. Voilà. Et je voulais revenir tu disais que à l'école, c'était pas trop ça, tu t'y retrouvais pas trop. Le fait de passer d'un milieu scolaire à un milieu professionnel, d'un seul coup quasiment, c'était quoi cette transition ? Ça a été facile, pas facile ? Les horaires, parce que c'est pas du tout les mêmes horaires ? Non, c'est pas les mêmes horaires, mais pour moi, ça a été facile. Je me sentais plus à l'aise. D'accord. Dans le monde professionnel que dans le milieu scolaire. Ça a été vraiment une libération. Donc là, c'est le Quick, c'est beaucoup du travail d'équipe. Oui. Moi, je pars toujours du principe que quand on fait du sport d'équipe, c'est enrichissant. On est ouvert. Oui. Quand on fait du sport d'équipe, on peut s'adapter dans une équipe professionnelle dans le milieu du travail. D'accord. D'ailleurs, donc moi, ça m'a pas posé de problème. Le Quick, le McDo, enfin, tous ces travails-là, on appelle ça des équipiers, c'est ça ? Oui. Donc ça porte bien son nom. Exactement. Et c'est vrai qu'il faut être dans le bain tout de suite, quasiment. Parce que c'est assez speed. Oui, c'est assez speed. Généralement, on dit que quand on arrive à travailler Quick ou McDo, on peut travailler un peu n'importe où. C'est l'école de la vie, comme on dit. Oui. Ouais, parce que c'est assez speed quand même, comme travail. Ça me convenait. Ça te convenait ? Oui. Donc là, tu arrives à Rouen, tu travailles au Quick et la maternité est arrivée. Et oui. La maternité est arrivée, ma première fille, qui a 26 ans. D'accord. Donc, j'ai travaillé chez Quick enceinte jusqu'à
jusqu'à 7 mois de grossesse, 7 mois, avant d'aller en congé parental. D'accord. Congé maternité, pardon. Maternité, ouais. Donc du coup, j'ai accouché, je suis retournée chez Quick quelque temps. Et après, au niveau des horaires, c'était un petit peu compliqué pour gérer ma fille. Donc j'ai changé de travail, j'ai dû changer de travail. D'accord. Voilà. Et donc... je me suis retrouvée nounou. Je me suis retrouvée nounou. J'ai gardé 2 petites jumelles. D'accord. Pour un couple d'avocats. Très bien. Des jumelles que j'ai eues à 2 semaines de leur naissance et que j'ai gardées jusqu'à leurs 3 ans. Ça me convenait parce que du coup, dans la foulée, ma fille rentrait à l'école. Donc là, j'avais des horaires de journée. C'était plus facile. D'accord, Voilà. très bien, très bien. Je vois que là, entre l'arrivée... tu sors de l'école, tu trouves un travail directement. Ensuite, tu arrives à Rouen, tu continues à travailler, puis ça ne te convient plus forcément au niveau des horaires, donc tu enchaînes directement sur un autre travail. C'est ça. Et donc là, tu as quel âge à peu près ? J'ai 22 ans. Non, j'ai 23 ans. J'ai 23 ans, par là, 23, 24, 23 ans, quand j'ai quitté le Quick. D'accord. Et donc, toujours le basket, Toujours le basket. la coiffure, tu coiffes Je coiffe, mais de temps en pour le temps. plaisir. D'accord. Juste De pour temps en dépanner. temps, oui. Juste pour dépanner. Depuis toutes ces années, tu n'es toujours pas retourné au pays. Non. Donc, tu n'as toujours pas revu tes parents. Si, j'ai revu mon père. Mon père est venu, à mon adolescence, mon père est venu en France. Donc, Tu avais quel âge ? j'ai pu le voir. Je devais avoir 15 ans. Mais j'ai toujours pas revu ma mère. D'accord. J'ai toujours pas revu ma mère. Donc là, ça fait quand même un certain temps que tu n'as pas... Ça fait déjà une bonne quinzaine d'années. Oui. D'accord. Et à quel moment tu vas les revoir ? Enfin, tu vas revoir ta maman ? Ma maman, je vais la revoir en fait quasiment 20 ans après l'avoir quittée. Elle vient au Portugal, là où vivent la majorité de mes frères et sœurs. D'accord. Et du coup, elle me rend visite en France. Et elle me rend visite, j'ai déjà 27 ans, puisque D'accord. j'avais déjà ma deuxième fille. Donc, j'avais déjà 27 ans. J'avais déjà 27 ans quand je revois ma maman. Donc, 20 ans après être partie. C'était des retrouvailles avec beaucoup d'émotions, je pense. Oui, beaucoup d'émotions, des appréhensions avant qu'elle arrive. C'était un tout, en fait. C'était un tout, parce que quand vous revoyez votre mère 20 ans après, forcément, voilà. Et puis à l'époque, moi, les échanges avec ma mère, c'était, pour les plus anciens, à l'époque, c'était les cassettes. Tu peux expliquer un petit peu pour la génération qui connaît peut-être pas forcément ? En fait, à l'époque, quand on avait des messages à passer aux familles en Afrique, on prenait une radio et puis on enregistrait tout ce qu'on voulait dire sur une cassette. D'accord. Et on donnait à la personne qui repartait en Afrique et qui ramenait la cassette à la personne concernée. Voilà. Donc, j'arrivais à entendre la voix de ma mère comme ça et elle entendait la mienne comme ça. D'accord. Parce que, il y avait le téléphone, mais le téléphone, c'était trop cher. C'était excessivement cher. C'était Ça n'avait rien à excessivement voir avec ce que c'est aujourd'hui, où on peut Voilà. appeler facilement. Exactement. Tout le monde est connecté, tout ça, mais avant, c'était pas du tout le cas. Donc, c'était beaucoup plus facile, les cassettes. Donc, du coup, voilà, avant que ma mère, elle arrive, c'était est-ce que je vais la reconnaître ? Est-ce qu'elle va me reconnaître ? Est-ce que... Je sais pas. C'était beaucoup de choses. C'était beaucoup de choses. Et toi, donc, tu as quitté la Guinée où tu parlais créole. Oui. Donc, après, tu apprends le Wolof, ensuite le Mandjak, le français, Oui. et en fait, tu reparles pas le créole toutes ces années. Toutes ces années, je ne reparle pas le créole, à part au début, mon oncle me parlait créole parce que bien évidemment, je ne parlais pas mandjak, donc il fallait bien qu'on se comprenne. Donc au début, il me parle créole et vite, il faut parler mandjak. D'accord. Donc j'apprends le mandjak, donc je parle mandjak couramment. Je ne parle plus le créole. Mais le créole reste dans ma tête. Oui. Je ne sais pas comment. Jusqu'à aujourd'hui, je me pose toujours la question. Et je me questionne jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que le créole, je ne le parle pas pendant 20 ans. Parce que j'avais même pas contact avec mes frères et sœurs. Qui sont au Portugal. Au début, ils étaient en Guinée. Ouais. Après, ils sont arrivés au Portugal bien après. Mhm. Mais en gros, le créole, je le déposais sur la cassette. Oui. Mais une fois tous les X temps. Mais le créole ne disparaît pas. Il reste dans ma tête, en fait. D'accord. Et quand ta maman vient te rendre visite, oui.
Le créole, il revient tout de suite? Ah oui, le créole, il revient comme si je le parlais au quotidien, comme Très le bien. français. Ouais. Mais avant que ma maman elle vienne, j'avais ma grande sœur qui était arrivée au Portugal et avec qui j'avais eu l'occasion d'échanger un peu de temps en temps D'accord. en créole. J'ai jamais oublié en fait. D'accord. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je sais pas. Tu as une tante aussi qui habite à Paris? Oui, Tata Quinta. Ouais. Alors ma tante qui habite à Paris, c'est la seule famille que j'ai de ma maman ici. Donc c'est mon côté, c'est le seul lien maternel que j'ai. D'accord. Et c'est une personne qui est très importante dans ma vie en fait. Et elle, tu la découvres à quelle occasion? Elle, je la découvre à l'âge de 22 ans, à savoir qu'elle s'était manifestée pour me rencontrer, mais ça n'avait pas été possible, c'était compliqué. Mais je la découvre à l'âge de 22 ans quand ma grande sœur vient en France pour la première fois. Et elle me dit, tu sais, il y a la famille, il y a une petite cousine à maman et tout ça, sur Paris et tout. Et du coup, avec ma sœur, je vais à la rencontre de ma tante. Donc je fais sa connaissance avec mes cousins. D'accord. Et je fais sa connaissance et c'était en 97. Et du coup, je me suis plus jamais séparée de ma tante. Très bien. Voilà. Et donc, c'est des sacrées histoires, tout ça. Oui. Et entre-temps, au niveau professionnel, Niveau professionnel, c'est un chantier. Hein. Donc Mais c'est un après- beau chantier. après avoir été nounou, Après avoir été nounou, du coup, j'ai eu une petite pause parce qu'il y a eu Olivia qui est arrivée. Donc ma deuxième, j'ai fait une petite pause. Je m'ennuyais. Je suis retournée chez Quick D'accord. quelques temps. Parce que, à savoir, moi, je ne tiens pas trop en place. Je n'arrive pas à rester à la maison. Donc, je suis retournée chez Quick, voilà, quelques temps, mais pas longtemps, hein, juste quelques mois, avant d'atterrir chez Leclerc, dans la grande distribution, en tant que caissière les premiers mois, et après, vite, en tant qu'hôtesse d'accueil, pendant quelques années, en fait. donc hôtesse d'accueil, donc tu es en lien, un lien direct avec les clients du magasin. C'est ça. Donc toujours actif, toujours sociable, à rendre service, à résoudre des problèmes et trouver des solutions pour les gens, c'est ça? Oui, bah oui. Et le sport, toujours? Toujours le sport, ouais, toujours. Toujours le basket? Toujours le basket, on n'arrête pas, on continue. D'accord. Voilà. Bon, bah, c'est bien. Je pense que c'est quelque chose aussi qui est très important. Oui, c'est important. Moi, je dis toujours, j'ai une devise, je dis toujours que quand je suis au sport, quand je suis au basket, c'est le seul moment où j'oublie que j'ai une maison, que j'ai un mari, que j'ai des enfants, que j'ai des factures, que j'ai des responsabilités. Donc, c'est important. Voilà. Très bien. Donc, tu nous as parlé de l'arrivée d'Olivia. Tu évolues au niveau professionnel, tu changes d'emploi, Oui. tu changes de travail. Oui. Donc, généralement, en fait, tu n'as quasiment jamais connu le chômage, Non, jamais. Toujours en activité. toujours en activité. Je sais que tu as commencé à faire d'autres sports aussi à côté du basket. Oui, oui, j'ai fait un peu de boxe. D'accord. J'ai découvert la boxe via un ami à nous qui était comme un grand frère, hein, qui nous a quittés il y a un petit peu moins de 2 ans. J'ai découvert la boxe avec lui. C'était super. Après, j'ai continué un peu avec un collègue à moi. Mais après, j'ai découvert tout ce qui était renfort musculaire dans un petit studio sur Grand Quevilly. Et du coup, je me fais coacher. Je me D'accord. fais coacher par un coach très sympa qui s'appelle Aymen. Je fais tout type de choses, de la musculation, du dépassement de soi, en fait. Des choses auxquelles j'aurais jamais pensé, qui sont complémentaires au basket, en fait. Hein. D'accord. Et du coup, je fais ça depuis 4 ans. D'accord. Voilà. Donc, je reviens un peu sur la boxe. C'est en fait, qu'est-ce qui t'a amené à la boxe? Parce qu'on passe pas comme ça du basket à la boxe. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à la boxe? Moi, je suis curieuse, hein, donc forcément, c'était par curiosité, j'avais envie de découvrir. Et puis, D'accord. comme j'affectais énormément Faco, D'accord. et, Faco Correa. voilà, et le parcours qu'il avait eu, donc j'avais envie de m'entraîner avec lui, j'avais envie de découvrir. Je D'accord. voulais voir ce que c'était, en fait, la boxe. Donc, ça t'a plu? Ah oui, ça m'a plu, ouais. Parce que c'est très intense au niveau cardio. Et donc, c'est vrai que ça se rapproche du basket parce qu'il y a beaucoup d'accélération, beaucoup de fractionnés. Oui. Donc, tu te retrouves très bien dans la boxe. Oui, C'est oui. complémentaire. C'est complémentaire, ouais. Que boxe, ensuite renfort musculaire avec Aymen, Oui. coach Aymen. Qu'est-ce qui t'amène chez Aymen? Le Covid, au départ,
avec le Covid, il n'y avait plus de basket. Et puis, je suis connectée réseau, un peu comme tout le monde, hein, moins que les jeunes, mais comme tout le monde. Et du coup, par le biais d'un jeune basketteur, je découvre Aymen, qui est préparateur physique. D'accord. Vu qu'il n'y avait plus de basket, donc je contacte Aymen, j'avais besoin d'un nouveau challenge aussi. Donc je le contacte et il me dit qu'on peut venir malgré le Covid. Donc c'est comme ça que je suis débarquée au studio. Ok, donc là c'est du dépassement de soi, comme tu disais. Tu fais des choses que tu n'aurais jamais cru possibles. Exactement. D'accord. Quoi par exemple? Comme soulever 110 kilos. Oh là là, 110 kilos. Tu soulèves 110 kilos. Il paraît. Pareil, au niveau professionnel, tu es chez Leclerc. Oui, je suis chez Leclerc, mais au bout de 4-5 ans, je m'ennuie. Ouais. Je m'ennuie, j'ai envie de changer. Donc, je démissionne et je vais travailler dans le prêt-à-porter. D'accord. Donc, que des domaines différents, en fait. C'est ça. La restauration rapide. Ensuite, tu deviens nounou. Ensuite, tu retournes dans la restauration rapide. Oui. Ensuite, hôtesse d'accueil chez Leclerc. Et là... Je m'ennuie. Donc, tu te dis quoi? Je m'ennuie et je me dis, j'ai envie de changer. Donc, je postule dans le prêt-à-porter, je suis retenue. Donc, je démissionne chez Leclerc et je vais dans le prêt-à-porter. D'accord. Voilà. Donc toujours, c'était un grand magasin, c'était un petit magasin? C'était un petit magasin, mais une grande enseigne. D'accord, donc toujours cette notion d'équipe, travail toujours, d'équipe. Toujours. Oui. Tu te sens à l'aise dans ce nouveau domaine? Oui, je me sens à l'aise, j'aime bien, c'est intéressant, c'est un nouveau challenge. Mais malheureusement, au bout de 2 ans, je m'ennuie, ça ne me correspond pas. C'est quoi qui t'ennuie? Le magasin, il était trop petit. Faire de la vente forcée, du coup, c'était pas... Non, ça te ressemblait pas? Ça me ressemblait pas. Donc, je m'ennuie et dans la foulée, je perds mon papa, mon oncle, du coup. Et j'ai un déclic. J'ai envie de faire quelque chose que j'aime. Parce qu'en plus, là, je crois que j'avais 33 ans, 32, 33 ans. J'ai envie de faire quelque chose que j'aime vraiment, vraiment, vraiment. Et du coup, je démissionne. D'accord. Je démissionne et je me lance dans la coiffure. Et j'ouvre mon salon. Tu ouvres ton salon? J'ouvre mon salon. Carrément? Voilà, j'ouvre mon salon à Rouen. Donc ça a été quoi les difficultés que tu as rencontrées pour ouvrir ce salon? En fait, j'ai pas rencontré de difficultés en soi parce que j'ai eu énormément de personnes bienveillantes autour de moi. D'accord. Tout a été fait pour que je puisse m'installer. Je peux pas dire que j'ai eu une difficulté. J'ai même ouvert pendant la période de cette fameuse première crise là, où beaucoup m'ont dit « Ah, mais t'es folle, tu vas ouvrir un salon alors que c'est la crise ». J'ai dit non, le monde de l'esthétique, il n'y aura jamais de crise. Une femme, elle gardera toujours un peu de sous pour se prendre soin d'elle. Donc j'ai fait le pari et ça a marché. Ça a marché, j'ai été aidée par pas mal de personnes. Donc voilà, j'ai été financée par l'ADI. C'est quoi l'ADI ? L'ADI, en fait, c'est une coopérative où j'ai eu un financement avec un taux plutôt... je crois que c'était même 0%, je crois. Je crois que j'ai pas eu de... Et c'était pas très... complexe en termes de papier, salaire ou pas salaire. Si le projet tenait la route, il tient la route, ils te suivent et puis ils t'aident. Et du coup, j'ai eu un financement de 5 000 euros. Par l'ADI. Par l'ADI. Et donc, je me suis lancée comme ça. Donc, tes copines que tu tressais comme ça une fois de temps en temps, là... Elles sont devenues toutes clientes. Elles sont devenues clientes de ton salon. D'accord. Ouais. Et il s'appelait comment, ce salon ? Ce salon, il s'appelait Jellivia. C'était en hommage... Enfin, le nom a été choisi par rapport à mes filles qui s'appellent Jelissa et Olivia. Donc, c'est un mix des deux. Un mix des deux, voilà. D'accord. Et il me semble que tu as fait beaucoup d'heureuses chez Jellivia. Je crois. Je crois. Oui, parce que ça, c'était en 2008 et j'en vois encore beaucoup des clientes de départ. Qui te reparlent qui me reparlent et que j'ai l'occasion de coiffer encore, même si c'est plus mon métier. Parce que je crois qu'il y avait une bonne ambiance dans ce. Oui, il y avait une très bonne ambiance. Dans ce salon.
on a vécu de très très belles choses avec les clientes. Je remercie vraiment les clientes. Elles m'ont poussé vers l'eau et c'était vraiment quelque chose. Ouais, c'était une bonne expérience. Ouais, c'était une très bonne Parce que là, c'était toi qui étais aux commandes et puis... C'est ça, avec mes principes et mes façons de faire. Ouais. Bon, c'est génial ça. C'est pas quelque chose d'évident d'entreprendre comme ça, de se lancer. C'est un sacré chemin pour toi, la petite qui arrive de Guinée-Bissau. Qui parle pas français. Et puis là, tu as ta boîte, tu as ton salon. C'est quelque chose. Ensuite, tu le gardes combien de temps, ce salon ? Lui, le premier local, je le garde, je crois, 3 ans. D'accord. Et après, je change de local, mais je reste toujours à Rouen. Oui. Et en fait, de toute façon, tout mon parcours, du coup, je l'ai fait à Rouen. À Rouen, oui. J'ai eu j'ai changé d'emplacement 3 fois. D'accord. Voilà, mais toujours sur Rouen. Toujours sur Rouen. Sur Rouen, rive droite. Il me semble que pour la promotion de ce salon, tu es passé par des séances photos, il me semble. Oui, pour niveau communication, j'étais passée par un magazine Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est déroulé ? Comment ça s'est déroulé ? C'est que je voulais faire de la pub, mais niveau communication, c'est un peu cher en fait, la com. Parce que la com d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que tu as fait toi. Non. Donc est-ce que tu peux expliquer un peu la différence ? La différence, c'est que déjà, la com d'aujourd'hui, si je veux, par rapport à ce que moi j'avais fait, j'avais eu une page dans le magazine. Il aurait fallu que je paye un mannequin, il aurait fallu que je paye une maquilleuse, il aurait fallu que... Voilà. Or là, j'ai eu la chance, comme je disais, j'ai eu des personnes vachement bienveillantes. J'avais des contacts avec le magazine en question et je me demandais comment j'allais faire, en fait, pour pouvoir faire les photos, pour tout ça. Le hasard a fait que j'avais une cliente qui était... maquilleuse qui travaillait pour un photographe et qui m'a proposé de me mettre en contact avec lui. Donc j'avais Faco qui avait son frère qui travaillait au magazine. Je suis rentrée en contact avec lui, une cousine maquilleuse. Et en fait, au final, ils m'ont dit écoute, vu que t'as pas de quoi payer un mannequin, tu seras la personne la mieux placée pour vendre ton image, en fait. Très bien. Donc je me suis retrouvée dans un studio à être maquillée, à me coiffer toute seule et à poser pour le magazine pour faire ma propre publicité. D'accord. Voilà, tout et simplement. donc ce magazine, c'était... Miss Eben. Miss Eben, très Miss bien. Eben. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant avec les réseaux sociaux, tout va très très vite pour la promotion, mais à l'époque, c'était beaucoup les magazines. Et Miss Eben, c'était un magazine qui était très lu. Oui. Qui avait une grosse diffusion nationale et qui était très lu, qui était très 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 lu, qui avait une grosse parution. D'accord. Donc tu es passé par Miss Eben, tu as fait donc shooting photo. C'est ça. Et tu as fait la promotion. Je pense que pas mal de personnes vont se rappeler des flyers, des cartes que tu avais fait. Oui, je pense, oui. C'est bien, parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas non plus la panacée. C'était pas tout le monde qui faisait ça. Et donc, après l'aventure du salon, tu t'es dirigé vers quoi ? Après l'aventure du salon, j'ai fait un bref passage en tant que... Comment on appelle ça ? Je travaillais pour une société qui sous-traitait pour Orange, service clientèle en fait, Acticall. J'ai fait que 6 mois, mais moi j'aime pas le travail assis. Toute la journée assis, ça me convenait pas. Donc je suis vite passée à autre chose et je suis arrivée à mon travail d'aujourd'hui. D'accord. Donc éducatrice. Très bien. Donc en fait, c'était quoi le déclic pour qui t'a fait passer de ce côté-là ? Alors le déclic a été le départ de mes enfants. Ma fille aînée, quand elle a eu son bac, elle a décidé de partir à l'étranger. Ce qui a été très mal, ce que j'ai très mal vécu, la séparation. Et dans la foulée, c'était pas prévu. J'ai vu ma deuxième quitter le foyer aussi pour aller en internat sur Dieppe. Donc du jour au lendemain, il n'y avait plus d'enfants à la maison. Ça a été un choc. J'étais pas prête. Ouais. J'étais pas prête et il y a eu cette envie de continuer à transmettre. Il y a eu cette envie de
continuer à accompagner, niveau éducation, donner des principes, tout ça en fait en tant que parent. D'accord. Et une cliente m'a suggéré et m'a dit, écoute, tu sais, je pense que tu ferais une bonne éducatrice. Mais je connaissais pas du tout le métier, moi. À part la jeune cité en tant qu'animatrice. Oui. Voilà. Et donc, elle étant là-dedans depuis quelques temps, elle connaissait, donc elle m'a dit, tu devrais postuler. Et elle était RH. Elle m'a dit, tu devrais postuler. Chez moi, j'ai dit, écoute, c'est de l'humain. Jusqu'alors, j'ai vendu des vêtements, de la marchandise, mais de l'humain, c'est différent. Et elle m'a proposé de commencer en tant que surveillante de nuit. D'accord. En tant que surveillante de nuit, tout doucement. Et du coup, j'ai commencé en tant que surveillante de nuit. À l'IDEFI, exactement. Mais juste avant, j'avais commencé aussi à faire de la surveillance de nuit pour les nids sur Doudeville. C'est un centre pour jeunes filles mineures délinquantes. Et je faisais les deux en même temps. D'accord. Donc, tu étais de nuit et en même temps aussi, tu étais un peu éducatrice. Non, j'étais de nuit aussi au début. Les deux, j'étais de nuit. Et très vite, en fait, le métier m'a plu. Être de nuit, ça m'arrangeait parce que je pouvais apprendre le métier à distance. C'est ce que je pensais au départ, hein, mais en fin de compte, même si j'étais de nuit, j'étais quand même sollicitée par les jeunes, donc je faisais de l'éducatif. D'accord. Et pour le coup, très vite, j'ai eu envie de passer vraiment éducatrice. Et mon chef l'avait vu aussi, m'avait proposé de passer en journée en tant qu'éducatrice. D'accord, donc c'est vrai qu'au départ, tu étais de nuit. Oui. Ensuite, tu donnais des conseils à des jeunes qui te demandaient. Oui, qui me sollicitaient. Qui te sollicitaient. Ouais. Donc, en fait, tu étais un peu éducatrice, mais sur le tas, en fait, tu apprenais le métier exactement. Comme ça, naturellement. C'est ça. D'accord. Voilà. Donc ensuite, tu passes de journée. Je passe de journée. Mon chef me pousse à passer le concours pour retourner à l'école, ma phobie. C'est quoi ce concours ? C'est un concours national en fait. Il s'appelle comment ? C'est le concours pour passer le diplôme de monitrice éducatrice. Très bien. Au départ, je ne veux pas. Je voulais travailler mais sans diplôme. Et il m'a dit que c'était dommage, il m'a poussé, il m'a motivé. Et j'ai accepté. Parce que n'étant pas à l'aise dans les études et ayant arrêté juste avec un brevet des collèges, j'avais pas confiance et je me voyais pas y arriver. Donc il a insisté, j'ai été poussée par ma famille et j'ai passé ce concours. J'ai été aidée aussi par mes collègues. J'ai passé ce concours et je l'ai eu, à ma grande surprise. C'est un concours ce concours pour le passer, tu es retournée sur les bancs de l'école. Je l'ai préparé en aparté. D'accord. Voilà. Et une fois que j'ai eu le concours, là, oui, je suis retournée sur le banc de l'école. Très bien. Ouais. Très bien. Donc, la préparation de ce concours t'a remis un peu dans ce que tu n'aimais pas à la base. Oui, dans ce qui me faisait peur, en fait. Oui. Ouais. Donc, le fait d'obtenir ce concours, ça t'a motivé pour retourner sur les bancs de l'école ? Oui, ça m'a motivée, oui, ça m'a encouragée, ça m'a redonné confiance, surtout. D'accord, parce que c'est vrai que c'est pas facile, en fait, de retourner dans les études, de retourner dans les livres, déjà qu'on n'aime pas les études de base, parce qu'on a été en difficulté, c'était compliqué. Mais en plus, retourner à l'école 30 ans après, s'asseoir toute la journée, écouter, prendre des notes, avoir des devoirs, entre guillemets, à rendre, ça peut faire peur. Et puis, surtout se retrouver en classe avec des jeunes qui ont l'âge de vos enfants, voire plus jeunes que vos enfants, bah, forcément, c'était pas évident. C'est pas évident. Donc là, tu obtiens ce droit de rentrer à l'école, c'est ça ? Oui, j'obtiens le concours, donc je suis retenue pour rentrer en formation pendant 2 ans. D'accord. Pour avoir le diplôme d'État. Très bien. De moniteur éducateur. Donc, comment ça s'est passé ces 2 ans ? Ça a été 2 ans d'angoisse, hein. Ça a été les montagnes russes. Ça a été très compliqué, mais encore une fois, sur mon chemin, j'ai eu des personnes vraiment bienveillantes. Des fois, j'ai voulu lâcher, j'ai voulu abandonner, parce que des fois, c'était trop dur pour moi, et que je voulais pas. Mais j'ai eu des personnes bien. J'ai eu une collègue qui m'a pas lâchée durant tout ce temps. J'ai rencontré d'autres personnes sur mon parcours, des professionnels qui m'ont aidé, accompagné mes enfants, mon mari, et ça m'a aidé à tenir.
Ça m'a aidé à tenir et j'ai réussi à avoir ce diplôme. Très bien, très bien. Donc Voilà. ce diplôme, c'est l'équivalence de... C'est l'équivalence d'un bac Très bien, très Voilà. bien. Donc toi qui avais arrêté au collège. au collège, Enfin, brevet au, d'école. au lycée, mais Ouais. j'ai pas eu mon BEP D'accord. Donc là, tu te retrouves avec l'équivalent du du bac. bac. C'est Très ça. bien. Et donc là, pour la suite, Bah là, pour la suite, vu que j'étais dedans et que vraiment ce métier me passionne, je me suis dit, allez, on continue, on lâche pas. Là, j'ai commencé ma VAE d'accord. d'éducateur Tu spécialisé. peux expliquer ce qu'est une VAE? Une VAE, en fait, c'est une validation des acquis. Très bien. Donc, de par mon expérience, j'ai un mémoire d'à peu près 80 pages à écrire avec, en 4 parties, avec des modules. Du coup, je devrais passer devant un jury pour pouvoir valider ce diplôme qui vient après celui que j'ai eu. Très Donc, bien. qui lui est l'équivalent de, je crois, Bac plus 2, Très bien. il me semble. Donc, je suis dedans. C'est pas toujours facile, mais je me dis, je vais y arriver. J'aime le challenge, je vais y arriver. Ah oui, bah oui là pour le challenge, et je remarque que tu as toujours eu sur ton chemin des bonnes personnes Oui. depuis l'époque de la jeune cité. Oui. Tu as toujours eu des professionnels, des personnes bien qui t'ont toujours guidé dans tes choix professionnels. Oui. Bon, et bah c'est bien, parce que ça veut dire que tu as une bonne étoile. Il paraît. Tu as des bonnes étoiles là. J'ai de bonnes étoiles. Oui, oui bah, c'est très bien tout ça. C'est vrai que le thème du podcast, c'est I am. Donc, aujourd'hui, qui es-tu? I am Lydia. Lydia Gomis Ferreira. Tu te sens... qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui par rapport à l'évolution que tu as eue et comment tu te définirais aujourd'hui? Comment je me définirais Je sais pas comment je me définirais, mais j'ai juste envie de dire que à la base, je me voyais pas. Je pense pas que j'étais prédestinée à ça, mais les choses font que, je sais pas, que je suis arrivée là. Mais bon, je me suis donné les moyens. Oui, le dépassement de soi. Le dépassement de soi, exactement, ouais, le dépassement de soi. Même si c'est pas toujours facile, en général, j'essaie de pas lâcher. C'est bien. J'essaie de pas lâcher, et que ça soit dans le sport, que ça soit professionnellement, que ça soit personnellement. Ça finit par payer, pas toujours, mais... C'est bien, c'est très bien tout ça. Et pour l'avenir, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour finir cette émission? Valider mon autre diplôme. Cette VAE. Cette VAE éducateur spécialisé. Si un jeune, admettons, tu rencontres un jeune ou une jeune qui veut se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, lance-toi, faut pas avoir peur. Au final, l'échec, c'est quand on se lance pas, pour moi. L'échec, c'est quand on se lance pas, quand on n'essaye pas. Il n'y a pas d'échec quand on essaye. Si on apprend, en tout cas, on apprend. Même si ça aboutit pas, on apprend. Moi, j'essaie toujours, quand je tombe, je reste par terre quelques secondes, mais toujours je me relève et j'avance. Donc, j'ai envie de dire, même quand vous tombez, faut vous relever et il faut réessayer encore. Faut réessayer et si ça marche pas, essayez autre chose. Il y a quelque chose qui nous attend, il y a quelque chose qui nous est destiné. Donc voilà, faut jamais laisser tomber, il faut essayer d'avoir confiance en soi du mieux possible, bien s'entourer et croire à ce qu'on veut faire. Important. C'est important. Et ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pourrez pas le faire ou que vous n'en êtes pas capable. Si vous avez envie de faire quelque chose, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous voulez faire. Donc donnez-vous les moyens. Mais il faut se faire mal des fois. Voilà. Eh ben, très bien, c'est sur ces jolis mots, sur cette belle motivation que nous allons nous quitter. Eh bien, encore merci beaucoup Lydia d'avoir été ma première invitée. Merci à vous, Monsieur Gomis, c'était un honneur. Je suis flattée. Eh bien, messieurs, dames, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast I Am, dans lequel les invités vont partager avec vous leur passion, leur métier, les hauts, les bas qui font d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Allez, c'est parti.